si vous suivez les élections américaines, vous comprenez comment les États-Unis fonctionnent en termes de composition d'État. Fred Trump a fait ça à Donald Trump, et Donald Trump a fait ça avec ses enfants. C'est qu'ils étaient obligés, pendant 1 an au moins, à travailler sur les chantiers. Déjà, moi, je pense sérieusement que la moitié des Français pensent que les Américains sont fédés. Comment ça se fait que cette personne-là comprenne les Américains mieux qu'une Kamala Harris? Il a le doigt sur le pouls de l'Amérique profonde. L'Amérique profonde, faut imaginer que il y a quand même une part de Far West quelque part, même si je sais, il y a des gens qui me disent oui, c'est un peu le western des Américains, c'est des cow-boys et tout. À moins que les Français l'aient vécu, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Depuis 40, 50, 60 ans, ça a disparu. Avant, les gens allaient à l'église, il y avait quelque chose qui se passait. On est ravis d'avoir Olivier ici avec nous, avec The American Dream, parce qu'il a des connaissances de la France et il a des connaissances des États-Unis en même temps. Mais où il a une perception maintenant des contradictions fondamentales qu'il y a entre la France et les États-Unis, et quelque part, ça doit être difficile à communiquer aux gens les différences et pourquoi certaines choses sont mieux d'un côté et moins bien de l'autre, etc. On sait très bien qu'en France, on a la bouffe. Oui, c'est indiscutable. Ça, c'est indiscutable et ça, c'est extraordinaire. Mais tu étais en train de me dire tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont plus simples aux États-Unis. Ouais. Il y a moins de lois, il y a moins de réglementation surtout, de façon générale. Alors, il y a un atout là-dedans, à partir du moment où tu connais. Mais au début, quand tu arrives aux États-Unis, pour un Français moyen, un Français lambda, quelles sont les choses qui sont peut-être les plus choquantes? Bon, ça fait 8 ans que tu es là, mais quand même. Il y a des lois un peu choquantes. On parlait un peu du code de la route, ce genre de choses. C'est extrêmement facile d'avoir un permis de conduire aux États-Unis. C'est extrêmement facile d'être derrière un volant avec simplement le code et aucune heure de conduite de pratique. Voilà. Et ça, au début, c'est un petit peu choquant de se dire « Ah, mais attendez, là, moi, j'y connais rien en conduite. C'est vraiment littéralement la première heure que je passe derrière le volant à passer les vitesses, à démarrer tout ça. » Parce que j'ai appris sur le manuel aux États-Unis, malgré qu'effectivement, 99% d'automatique. Et je me sens un peu dangereux quand même à conduire. Et finalement, on me fait confiance. Et ça m'avait un peu choqué. Je me suis dit, ah mais attendez, si là, moi, on me laisse faire, moi, on se dit toujours, moi, je suis raisonnable, moi, je sais ce que je fais, moi, je vais être prudent. Mais c'est les autres, surtout, dont j'ai peur. Et ça, c'est un gros sentiment en France. C'est les gens vont dire, ah oui, mais si le gouvernement ne fait pas ça, puisque les gens comprennent pas, les gens ont besoin, les gens là. Et en fait, moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est justement parce qu'on tient les gens, mais vous aussi, du coup, par la main. Et c'est pour ça qu'on vous laisse plus partir après. Et est-ce que quelque part, et j'aime bien l'exemple que tu prends de l'apprentissage du permis de conduire, mais quelque part, l'approche américaine, est-ce que ça t'amène pas à avoir une certaine humilité, donc un respect naturel dans le sens où je vais faire gaffe, etc. Et donc, on n'a pas besoin de t'enseigner le respect des autres parce qu'il vient, parce qu'on te responsabilise et il faut que tu fasses gaffe toi-même. Ouais, c'est ça, complètement. Et en fait, tout est toujours comme ça. Alors qu'en France, c'est un peu plus... c'est l'inverse, presque, on va dire. Il faut que tu montres que tu as... Il faut que tu montes patte blanche, il faut que tu... Le permis de conduire, typiquement. Il faut passer des heures, il faut remplir des critères pour montrer que tu mérites d'avoir ton permis, tout ça, tout ça. Et le problème, c'est que les gens trichent ensuite. Ils vont tricher, ils vont se dire ah oui, mais j'ai pas besoin de faire ça. Et du coup, il y a des gens qui roulent sans permis. Il y a des gens qui vont modifier leur voiture illégalement. Parce que si en France, voilà, on peut pas modifier sa voiture comme on peut le faire aux États-Unis, on peut pas monter n'importe quel pneu sur sa voiture légalement en France pour des questions contrôle technique. C'est des questions que l'Américain moyen ne va même pas se poser une seule seconde. Mettre des pneus tout-terrain plus gros sur sa Jeep, c'est les premières choses que certaines personnes font une fois qu'ils ont acheté leur Jeep. Et alors qu'en France, c'est interdit. Et le truc aux États-Unis, c'est que les gens vont se dire bon, bah ok, j'ai le droit de le faire, mais du coup, je vais le faire correctement. Et en fait, il y a cet automatisme de faire attention, de prendre des décisions, je sais pas, qu'on a du mal à retrouver ici, où les gens, en France, les gens vont soit se dire ah, mais c'est interdit, je fais pas, ou alors ils vont se dire ah, mais je m'en fous. Du coup, la rébellion complète, en fait. C'est amusant parce qu'en France, mai 68, le grand slogan, c'était « Il est interdit d'interdire ». Oui. Ah oui, bon, alors là... Mais en fin de compte, les interdictions, ça oblige les gens à avoir un comportement et soit ils se plient, soit ils sont automatiquement hors la loi. Ouais.
Et alors qu'en Amérique, il y a d'autres notions de loi qui sont plus peut-être une approche morale. La parole, par exemple, un des grands. Ça s'est gâté un peu récemment en politique notamment, mais avant, tu faisais très attention à garder ta parole parce que sinon c'était parjure et là c'était très grave. Et c'est étonnant parce que on pourrait se dire justement qu'avec Internet, avec le fait que tout soit toujours enregistré, indexé en permanence, les politiciens fassent plus attention à ce qu'ils disent, que ce qu'ils ont dit vont être retenus contre eux, littéralement. Et en fait, non. Les politiciens sont moins sérieux, changent d'avis, comment dire. Il y a le fameux « I misspoke ». Oui, où j'ai pas voulu dire ce que j'ai voulu dire. Ouais, quoi. Le fameux de Tim Walz. Ouais, tout le monde fait ça. Ouais. D'accord. Et alors, de nouveau, si toi, tu es en train de chercher à expliquer à des gens comment ça fonctionne aux États-Unis, la première chose dont moi je parlerai, c'est les élections. Parce qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, il y a eu une telle campagne de dénigrement de Trump, que Trump est un fou, un fêlé, etc. Et de l'autre côté, maintenant, il se pose des questions. Il n'y a quand même pas plus de la moitié des Américains qui sont fêlés. Ils sont votés pour Trump. Il y a des raisons. Comment tu expliquerais ça? Déjà, moi, je pense sérieusement que la moitié des Français pensent que les Américains sont fêlés. Vraiment? Déjà, ça, c'est le problème. Sur les élections, il y a un truc intéressant, avant qu'on rentre dans l'actualité politique, c'est que comprendre le système électoral américain permet de comprendre les États-Unis un peu plus. Parce qu'il y a ce système de collège électoral qui explique le fédéralisme, qui est très important aux États-Unis, le fait qu'il y ait 50 États plus Washington DC qui soient globalement vraiment plutôt indépendants. C'est moins qu'avant, mais c'est quand même très, très indépendant. Il y a des régions très indépendantes aux États-Unis. Et donc, si vous suivez les élections américaines, vous comprenez comment les États-Unis fonctionnent en termes de composition d'État. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, vu depuis de la France, effectivement, on voit des ovnis comme Donald Trump, des candidats qui n'existent pas en France, excentriques au possible, des milliardaires qui ne sont pas issus de la politique, qui arrivent à accéder à la présidence 2 fois par 2 moyens différents, voilà, le même moyen, mais on va dire 2 élections complètement séparées, vu que Donald Trump n'a pas remporté l'élection en 2020, donc peut-être qu'il a remporté, mais... en tout cas, il n'a pas été à la Maison-Blanche de 2021 à 2025. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne s'intéressent déjà pas à la question. Et ensuite, du coup, quand on leur parle de Donald Trump, ils disent « Ah oui, mais c'est parce que les Américains, ils sont excentriques, ils ont un bas QI, ils comprennent rien et c'est pour ça qu'ils votent pour un gars, ils se font avoir par le milliardaire. » Voilà, Donald Trump, c'est tantôt le milliardaire riche qui manipule les foules, tantôt le débile qui n'a rien compris. Donc en fait, choisissez un petit peu. Est-ce que c'est le mec qui tire les ficelles ou est-ce que c'est l'idiot du village qui a rien compris? Alors qu'on sait qu'il est brillant, etc. Mais il a le doigt sur le pouls de l'Amérique profonde. Comment est-ce que tu expliquerais l'Amérique profonde à un Français? L'Amérique profonde, faut imaginer que il y a quand même une part de Far West quelque part, même si je sais il y a des gens qui me disent oui, c'est un peu le western, les Américains, c'est des cow-boys et tout. Oui, il reste encore beaucoup de ça et des bons côtés, j'ai envie de dire. Il y a l'individualisme américain, pour moi, c'est pas une mauvaise chose, déjà. Il y a beaucoup de Français qui ont dit les Américains, ils pensent qu'à eux. Déjà, ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a un gros sentiment de communauté, mais de sa communauté. Et souvent, ça tourne autour de sa religion. En France, ça a disparu, tout ça, ça a disparu. C'est beaucoup moins présent qu'aux États-Unis. Mais effectivement, les gens sont individualistes. C'est-à-dire qu'ils vont... Mais c'est pas une idée de se dire ils vont penser qu'à eux-mêmes et ils vont se servir de leurs voisins comme tremplin pour leur réussite personnelle. C'est absolument pas ça. Mais c'est de se dire qu'ils vont... Quand on va avoir une solution publique apportée par un politicien, l'instinct de l'Amérique profonde, ça va être de dire non, je fais pas confiance. Non, ça me plaît pas. Non, surtout quand la solution vient de Washington, c'est encore pire. Parce que faut imaginer, moi j'habite dans le centre-sud du Texas, Washington DC, on est plus proche de la Californie que de Washington DC, de très très loin. Il y a des gens en Alaska qui sont plus proches physiquement de Moscou que de la capitale américaine. Pourtant, c'est un État américain. Les gens ont un... C'est pas un rejet systématique, faut pas non plus dire ça, mais ils ont une méfiance du gouvernement. Et ça, c'est ça l'Amérique profonde. Et le tour de force de Donald Trump, ça a été qu'un milliardaire qui a grandi
dans la richesse. Hein. Globalement, son père est entrepreneur aussi. Lui, il a fait de l'immobilier. Il a une résidence à Mar-a-Lago qui vaut des millions, si ce n'est pas des milliards maintenant. Comment ça se fait que cette personne-là comprenne les Américains mieux que une Kamala Harris qui a fait l'école publique, voilà, qui, on pourrait se dire sur le papier, comprendrait mieux les Américains, mais en fait, non. Et ça, c'est toi qui vas pouvoir mieux l'expliquer que moi, parce que c'est assez dingue que Trump arrive... Et est-ce que tu ne crois pas que c'est lié? Parce que le père de Trump, lui, a fait ça. Fred Trump a fait ça à Donald Trump, et Donald Trump a fait ça avec ses enfants. C'est qu'ils étaient obligés, pendant 1 an au moins, à travailler sur les chantiers. Ils étaient dans le real estate, dans l'immobilier. Ouais. Mais pour comprendre d'abord les gens qui travaillaient, il fallait que passe au moins 1 an à travailler vraiment comme un mec de chantier. Ouais. Et donc il y a un respect de l'Américain profond, quelque part, pour pouvoir construire des choses. Et ça, je crois que c'est important. Alors qu'en France, même la gauche est bourgeoise, hein, on sait, donc c'est un peu différent. Et quelque part aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se passer aussi aujourd'hui. Le Parti démocrate est devenu bien plus bourgeois et élitiste. Et la gauche est devenue plus bourgeoise sous ce sens-là, alors que la droite est très populiste. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup cette culture de petits jobs quand tu es étudiant. Et j'ai l'impression, il faudrait voir des statistiques, mais que les gens républicains, donc à droite, ce sont plus les gens qui, dans le passé, ont fait des petits boulots comme ça, alors que le mec démocrate, c'était plus le gars qui, après le lycée, a fait directement des études, mais n'a pas eu forcément de job étudiant, et ensuite est rentré dans la vie active tout de suite. Mais il n'a pas eu cette expérience de... il y a des gens de chantier, mais aussi de petits boulots de manutention, ou même du fast-food, des choses comme ça. Chez McDonald's, quoi. C'est le truc classique, Ce serait intéressant, j'aimerais bien voir les statistiques des gens qui votent démocrates et républicains maintenant. Combien ont eu des petits jobs comme ça en proportion? Je pense qu'on trouverait plus de républicains que de démocrates. Je le crois aussi. Oui, alors que du côté démocrate, c'est plus les fils à papa, etc. C'est des gens qui étaient un peu nantis. Oui, alors soit nantis, ou alors qui du coup aspiraient à avoir mieux que leurs parents, et donc du coup ont développé un peu un dégoût pour ce qu'ils ne voulaient pas, quoi. Ils ne voulaient pas être, j'ai pas envie de dire pauvreté non plus, mais classe moyenne basse. Ils aspiraient à mieux tout de suite. Donc c'est pour ça qu'ils ont rejoint l'université, ils ont voulu avoir des carrières, des choses comme ça. Mais du coup, ils ont regardé un peu genre, les mecs, les ploucs de la campagne, quoi. Moi, je suis en ville, moi, je suis à l'université, moi, j'ai pas eu besoin de travailler à la station-service. Il y a un peu un dégoût de ça. En France, il y a beaucoup, beaucoup de ça aussi. Hein. Des gens qui n'ont pas eu besoin de travailler dans des métiers comme ça et qui, du coup, se déclassent, se surclassent, en fait, par rapport à d'autres personnes. D'accord. Toi, tu vis à l'extérieur de San Antonio. San Antonio est une grande ville au Texas, mais toi, tu vis à l'extérieur, tu vis, pour ainsi dire, à la campagne, par rapport à l'Amérique de façon générale. Et il y a un aspect de l'Amérique profonde, de nouveau, qui est très lié à la foi. Tu en as parlé tout à l'heure, de communautés qui se forment autour des églises, etc. Et ça... à moins que les Français l'aient vécu, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Depuis 40, 50, 60 ans, ça a disparu. Avant, les gens allaient à l'église, il y avait quelque chose qui se passait. Mais en Amérique, c'est différent. Est-ce que tu peux en parler, par ta propre expérience? Je vais vous dire, concrètement, vous allez dans n'importe quelle petite ville, on va dire moins de 10 000 habitants aux États-Unis, il y a plus d'églises que de bars. En France, c'est l'inverse. Intéressant, ça. Donc déjà, ça c'est un constat qu'on voit. Il y avait, quand j'avais déménagé dans la petite ville, il y avait mon père qui m'avait dit « Ah, mais du coup, il y a une église dans ta petite ville ?» J'ai dit « Oui, il y en a des dizaines. En plus, il y a des déclinaisons de protestantisme à l'infini aux États-Unis, donc vous pouvez vraiment trouver n'importe quelle église. Mais voilà, il y a des dizaines d'églises / communautés, en fait. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Et ça c'est dingue. Encore plus dans des États comme le Texas, qui font partie de la Bible Belt, la ceinture de la Bible, pour traduire en français, vraiment, c'est cette ceinture d'États du Sud qui sont plus croyants que la moyenne. Il y a des églises absolument partout. Après, je me rappelle plus de ta question, tu disais comment... Comment toi tu le vois, comment tu expliquerais ça des Français? Parce que en France, on a l'impression que si tu vas à l'église, voilà, tu vas être casé, on va te dire tu es comme ça, etc. Alors qu'en Amérique, c'est différent. Oui, ça s'est gardé, il y a eu une révolution culturelle aux États-Unis, évidemment. Il y a eu l'équivalent de mai 68, de tout ce qui est arrivé après. Il y a eu... ils ont retiré les prières à l'école publique, des choses comme ça, évidemment, comme en France, en fait. Mais les gens sont restés beaucoup plus croyants. Après, comment expliquer ça? Moi, je ne sais pas trop. Peut-être... Alors,
j'ai ma petite idée, mais je ne sais pas à quel point ça joue un rôle. Et ça revient à cette méfiance du gouvernement. C'est parce que le gouvernement, en quelque sorte, c'est le nouveau Dieu. C'est celui qui va apporter des solutions. Et du coup, si on revient à notre définition d'avant de l'Américain de l'Amérique profonde qui a une méfiance du gouvernement, il se dit mais c'est quoi ce nouveau Dieu? Je suis censé en suivre qu'un seul. Qui est cette personne? Et du coup, ils ont rejeté un petit peu. Ils ont rejeté le gouvernement, ils ont rejeté ce qu'on leur disait d'abandonner la religion, parce qu'ils sont restés beaucoup plus dedans aussi. Après, pourquoi est-ce que ça a mieux marché là-bas qu'en France? Alors, est-ce que je peux me permettre, peut-être qu'on va pouvoir arriver à des conclusions par ton vécu, toi-même. Comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu vis une certaine foi? Alors, ça va être anecdotique, mais je pense que l'histoire va expliquer un petit peu plus pourquoi je pense comme ça. C'est qu'en France, j'ai grandi, on est allé à l'église catholique parce que c'était ce qu'il fallait faire, en fait. Donc, j'ai fait mon catéchisme entre 8 et 11 ans. J'allais à la messe, c'était le samedi soir dans mon petit village, parce que le prêtre se partageait sur plusieurs églises, comme il n'y a pas beaucoup de prêtres, il n'y a plus beaucoup de prêtres en France. Donc voilà, nous, dans mon petit village, c'était le samedi soir la messe. Et j'y allais un petit peu parce que déjà ma mère m'avait dit oui, on va y aller parce que moi c'est ce que je faisais quand j'étais petite et pourquoi pas quoi. On n'était absolument pas pratiquant plus que ça. Et moi j'étais un peu, du coup, quand je suis allé au lycée, tout ça, j'étais absolument pas croyant de quoi que ce soit. Et c'est en arrivant aux États-Unis et en voyant cette ferveur qu'il y a parmi tous ces Américains, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le succès de ce pays, le bonheur de sa population et le fait qu'il soit croyant? Et c'est ça, moi, qui m'a rapproché de Dieu, c'était de voir l'exemple, en fait, l'exemple américain. Je me suis dit, il y a quelque chose là qu'on ne comprend pas. Ces gens-là sont croyants et ils sont en quelque sorte récompensés, sans vouloir dire qu'il y a un échange. Bien sûr, voilà. Mais c'est normal aux États-Unis de voir les gens prier avant les repas chez eux, mais même dans un restaurant. Tu verras les gens prier, baisser la tête, se tenir la main. Alors j'ai dit qu'il n'y avait plus de prière à l'école publique parce que c'est l'école publique, que voilà, c'est comme ça maintenant. Mais dans les événements sportifs, rodéo, match de football, il y aura une prière tout le temps. Ouais. Absolument. Même, on voit au niveau du football américain, les joueurs des équipes opposées s'agenouiller après un match et prier ensemble. Ouais. En France, on trouve ça bizarre. Parce qu'en France, même si, comme tu disais, on allait à l'église parce que c'est les choses à faire, il n'y avait pas de manifestation de vie de prière ou de vie de foi à la maison. En France, le gouvernement a réussi à convaincre tout le monde que la laïcité, ça voulait dire que la religion, c'était chez vous. Et ça, c'est le plus grand mensonge. Parce que la laïcité, la laïcité au niveau du gouvernement, ça veut juste dire que oui, il n'y a pas de discrimination de la religion, oui, on ne va pas utiliser de l'argent public pour financer des choses chrétiennes ou musulmanes ou quoi que ce soit. Alors déjà, c'est un peu... c'est plus tellement laïque en France qu'il y a beaucoup d'associations religieuses qui finissent par avoir du financement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, la laïcité, c'était ça. Mais en France, on a réussi à convaincre les gens que la religion était privée. Et je pense que les catholiques en France, que c'est la religion majoritaire, sont un peu coupables de ça. C'est que pour qu'on les laisse tranquilles, ils ont dit oui, mais la religion c'est personnel, donc reste en dehors de ça. Et j'ai l'impression que c'était un peu un mécanisme de défense en disant ce que je fais chez moi, ça vous regarde pas, donc vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. Et alors qu'aux États-Unis, non, comme tu disais, il y a des prières publiques. J'allais dire, alors j'ai vécu au Colorado qui est moins chrétien que le Texas, mais où les gens sont quand même plus chrétiens que la moyenne par rapport à un Français. Mais en déménageant au Texas, une conversation courante, quand on rencontrait des gens dans les cercles professionnels ou des amis, voilà, tout ça, c'était « Ah, tu vas où à l'église le dimanche ?» C'était aussi courant que de dire « Où est-ce que vont tes enfants à l'école ?» Et ça, en France, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais après, je ne suis peut-être pas dans les cercles, comme je n'étais pas spécialement connecté dans mon église en France, voilà. Mais j'ai l'impression que ça, en France, de rencontrer un inconnu qui vous dit « Ah, au fait, dimanche matin, tu vas être où ?» Et Trump a dit qu'il allait ramener l'autorisation de prier à l'école. Pas une obligation, mais une autorisation où les gens peuvent le faire. Si le prof ou l'instit décide de le faire, il a le droit. Si les enfants ont envie de prier, ils ont le droit. Et il a dit d'ailleurs dans ses discours, ici en Amérique, on n'adore pas le gouvernement, on adore Dieu. Et c'est tout. Et ça, c'est des choses qui gênerait en France. Ça gênerait, ouais. Et là, aux États-Unis, j'ai mon ex-compagne qui était professeur dans une école publique au Texas, donc en classe de CP, CE1, donc les enfants ont 6-7 ans.
Et en fait, donc les 3/4 des enfants vont à l'église très régulièrement, voilà. Mais elle, en école publique, elle pouvait pas pousser des choses religion ni rien. Ouais. Et donc, à un moment, elle expliquait, il faisait un cours, tu sais, un peu sur le monothéisme, le croissant fertile, des trucs comme ça, en disant, ouais, à l'époque, juste après les pyramides, en gros, ils expliquaient très simplement et tout ce qui s'est passé. Et les enfants, ils commençaient à dire des choses du genre, ah, mais c'est à ce moment-là, ça, c'était après David ou c'était après Abraham, c'était à quelle époque et tout. Et elle, du coup, elle pouvait pas parler d'événements bibliques comme si c'était de l'histoire, en fait, parce que du coup, c'est pas au programme, on leur dit vraiment de se tenir à l'écart de tout ça, mais c'était les enfants d'eux-mêmes qui ont encore une fois 7 ans qui disaient ah, mais ça, je connais l'histoire, c'était dans la Bible à tel moment, ensuite, il y a l'apôtre et tout qui parle de ça. Et c'est assez dingue, les enfants vraiment sont... Ben moi, j'ai des enfants, comme tu le sais, aux États-Unis, mais qui sont allés dans des écoles publiques également, mais les écoles publiques qui sont sous des charter schools, qui sont un peu différentes, mais où ils ont le droit, par exemple, d'étudier la Bible également, comme livre d'histoire, comme une référence historique, et ils peuvent en parler. Et donc, ça leur permet de maintenir les archétypes moraux, etc., qui existent dans la société. Alors que si on élimine ça comme en France, d'un seul coup, il n'y a plus les archétypes. Et donc, la société est basée sur quoi? Alors qu'en Amérique, comme tu disais, les gens disent « à quelle église est-ce que tu vas ?» Tu le sens ça encore. Et alors, l'église, c'est une chose. En dehors de ça, je pose une question sur une autre chose qui perturbe les Français quant à l'Amérique, c'est les armes. Ah. C'est toujours une discussion. Les armes, c'est extrêmement courant aux États-Unis, mais même, je vais raconter l'histoire de la première fois que j'ai tiré avec une arme, c'était aux États-Unis. Et en fait, j'étais en Californie à l'époque pour mes études. Et moi, la vision que j'avais des armes à feu, je trouvais pas ça mal, mais j'avais un peu cette opinion du Français, du les Américains, ils aiment bien... L'Américain de l'Amérique profonde aime bien collectionner les armes, ils sont un petit peu foufous avec ça. C'était un peu la vision que j'en avais quand j'avais 21 ans. Et donc, je me retrouve en Californie. Donc, pour moi, la Californie, c'était gauchiste, voilà, tout ça. Et je me retrouve en voiture avec des camarades de classe américains. Et je sais plus pourquoi ils parlent d'armes à feu. Et je dis comme ça, les Américains, quand même, les mecs du Kansas, ils tirent dans tous les sens, c'est des fous et tout ça. Et eux, qui sont des étudiants de Californie, qui seraient globalement démocrates, me disent ah, mais attends, mais t'as jamais tiré avec une arme? Comment ça? Et la semaine suivante, ils m'emmenaient au stand de tir. Il y avait le Mexicain, il avait une Kalachnikov. Alors, il y avait une Kalachnikov californienne, c'est-à-dire qu'elle était modifiée pour avoir que 3 balles dans le chargeur, parce que là-bas, ils ont des règles plus strictes. Le métis à moitié hawaïen noir, il avait un Glock, voilà. Et là, je me suis dit, mais attends, en fait, tous ces gars-là... en fait, les armes, c'est un peu normal. J'étais au stand de tir, et puis j'ai tiré avec eux, j'ai bien apprécié. Donc voilà un peu ma première vision avec les armes. C'est-à-dire que les armes aux États-Unis... Peu importe le parti politique, alors évidemment, les républicains vont être plus pro-armes que les démocrates en moyenne, mais même les démocrates ont des armes. Ouais. Et ça, il y a des armes absolument partout. Quand on dit il y a 300 millions d'armes en circulation aux États-Unis, il y a souvent ce mème sur Internet, ils disent « that you know of ». Dont vous connaissez l'existence. Parce qu'il y a n'importe qui sait qu'il y a beaucoup plus qu'une arme par habitant aux États-Unis. Les 500 millions, les 600 millions sans doute. Ouais, mais même beaucoup plus. Est-ce que tu as vu ces cartes des États-Unis où c'est marqué en 2 couleurs différentes qu'il y a 97% des États-Unis où on est facilement armé et 3% où les armes sont quasi interdites. Et les 3% où les armes sont quasi interdites sont responsables de 97% des crimes. Oui, j'ai vu ces cartes-là. Et donc, c'est intéressant, ça, comme phénomène. Ouais. Après, ces gens-là... En fait, le truc, c'est que 97% des crimes arrivent dans des grandes villes. Ouais. Et dans les grandes villes, il y a une peur de l'arme parce qu'il y a beaucoup plus de dommages collatéraux potentiels en cas d'autodéfense avec une arme. Et donc, les gens ont peur de ça, alors qu'à la campagne, il y a moins cette peur de ça. Mais il y a aussi le fait que dans les grandes villes, il y a beaucoup de crimes. Les grandes villes sont contrôlées par les démocrates qui sont plus socialistes. C'est des choses qui plaisent aux citadins en général, d'avoir un gouvernement plus fort pour avoir des services, pour avoir des choses comme ça. Donc en général, c'est la gauche qui contrôle ces villes-là. Et la gauche, viscéralement, n'aime pas trop cette idée d'autodéfense. Ils veulent que la police soit en charge de tout ça. Et donc voilà, on se retrouve dans des situations comme ça. Après, moi, je ne suis pas convaincu nécessairement que si les armes étaient... Parce qu'on va prendre une ville comme Chicago. Chicago, il y a des restrictions sur le port d'armes, des choses comme ça. Mais c'est assez facile d'avoir une arme illégalement, de l'acheter ailleurs dans l'État et de l'avoir dans sa voiture ou même de la porter sous un manteau, ça se verra pas, voilà. Et les gens décident de pas le faire, mais c'est parce que la population sur place décide de pas avoir d'armes. En fait, je suis pas convaincu qu'en légalisant, en rendant les armes plus accessibles à Chicago,
ça réduise les crimes, quoi. Parce qu'en fait, déjà, la majorité des crimes aux États-Unis, c'est des règlements de compte entre gangs. Donc, en fait, ça implique pas l'honnête citoyen qui cherche à se défendre. Donc, voilà, c'est tragique quand ça arrive et qu'il y a des dommages collatéraux comme ça, mais voilà. Mais ouais, des armes aux États-Unis, c'est très, très courant. D'ailleurs, après t'avoir posé la question où est-ce que tu vas à l'église le dimanche, c'est qu'est-ce que tu as comme arme. C'est très, très courant comme conversation. Et il y a beaucoup d'autres aspects où il y a un sentiment de liberté et de confiance qui existe aux États-Unis. Par exemple, moi, j'ai un ami dont le père, lui, il achetait une voiture tous les 6 ou 7 ans. D'accord. Et il la conduisait, puis après il la revendait, puis après il achetait une autre voiture. Et comme il disait, lui, quand il achetait une voiture, il achetait des Lincoln à l'époque. Et dans sa Lincoln, il mettait les clés quand il avait acheté. Et il ne sortait jamais les clés jusqu'à ce que quelqu'un lui rachète la voiture. C'est-à-dire, il habitait à Springfield, dans le Missouri, une ville de 150 à 200 000 habitants, donc quand même une ville. Mais il allait pour faire des courses, il laissait sa voiture sur le parking avec les clés dedans. Ouais. Et ça, ça a changé un peu maintenant, c'est sûr. Mais expliquer ça à des Français, on a du mal à comprendre. Donc, est-ce que tu as vécu ce genre de choses également? Moi, j'ai vécu ce genre de choses. Je ne ferme pas la porte de ma maison aux États-Unis. Alors, je ne devrais pas dire ça alors que, alors que je suis un peu plus public maintenant. Mais il y a des gens qui passent chez moi là, pendant que je suis en vacances. Mais les gens ne ferment pas leurs portes, en fait. C'est parce qu'on se dit, bah oui, mais s'il y a un tel qui vient à l'improviste en ville et que je ne suis pas là et que du coup, il a besoin de rester chez moi, voilà, c'est pour rendre service, quoi. Je connais des fermiers dans l'Oklahoma. Les clés des tracteurs, c'est des tracteurs John Deere à 250 000 balles. Il me dit les clés sont toujours sur le contact parce que si jamais John il a besoin de prendre le tracteur, de l'emprunter, ben, il n'a pas besoin de m'appeler, de se dire on se retrouve à tel endroit pour les clés, il le prend et il va faire son truc en fait. C'est cette mentalité qui est beaucoup là encore. Mais effectivement, je n'irais pas conseiller à quelqu'un à New York nécessairement de laisser sa voiture avec le moteur tourné pendant 3 heures pour faire ses courses. Mais encore une fois, on revient à l'Amérique profonde, c'est quelque chose qui se fait. La majorité des maisons sont complètement ouvertes. Et ça, c'est très dur à comprendre pour les Européens. Parce qu'en France, même dans la France profonde, les gens ont tendance à fermer, verrou, double tour, etc. Et c'est bien plus fermé. D'ailleurs, une des choses qui, moi, m'a surpris en venant en France, c'est que si tu n'as pas de volet, soit classique, soit des fermetures de volets électriques, etc. en France, tu vas avoir du mal à avoir une assurance. Tu sais. Ah oui, à ce point-là? Ouais. On n'en tient même pas compte de ça, alors qu'aux États-Unis, il n'y a même pas de volet. Non. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je vais dire, au Texas, il y a des volets mais à l'intérieur de ma maison. Parce que du coup, c'est pour l'ombre, pour éviter que ça chauffe, que ça fasse un effet de serre. Mais les volets sont à l'intérieur parce que c'est beaucoup plus pratique de les fermer le soir, de les ouvrir le matin sans avoir à aller dehors et à faire tous les volets, ou d'ouvrir la fenêtre et de faire tous les volets à la main. Mais ouais, on s'est fait la réflexion avec ma sœur, là, parce qu'on était à Paris. Et tous les appartements à Paris, globalement, ont une porte blindée. Ouais. Et en fait, on s'était posé la question, comment ça se fait qu'il y ait des portes blindées? Bon, évidemment, les gens ont peur des cambriolages, tout ça. Mais on s'est demandé si c'était pas une question d'assurance, que l'assureur payait plus cher s'il n'y avait pas de porte blindée. Exactement. Et voilà, c'est ça. Et en fait, ça. on arrive dans cette situation où je dis pas qu'on se surprotège, parce que c'est quand même mieux d'avoir une porte blindée que rien avoir. Mais du coup, on est dans cette situation où tout le monde se verrouille complètement. Mais c'est tout parce que la vie est casée davantage. Moi, en tant qu'Américain, en arrivant en France, la difficulté, c'était de s'habituer aux heures d'ouverture des restaurants. Ah oui, ça aussi. et ça a dû te faire un effet au début quand tu étais aux États-Unis aussi, non? Oui, c'est très, très pratique. La première fois que je suis rentré en France depuis que j'étais aux États-Unis, donc on est sur la route avec mon père, il est 22h et on est sur la Nationale 10 du côté de Poitiers, donc vraiment la station totale de campagne, quoi. Et on arrive à la station et la station est fermée, donc à l'intérieur. Parce que les stations-service aux États-Unis sont ouvertes 24 heures sur 24, dans le sens où la pompe va marcher, mais à l'intérieur de la petite supérette, il y a quelqu'un 24 heures sur 24. Et donc, on arrive dans cette petite station totale. Évidemment, il n'y a personne à l'intérieur. Ils ont fermé depuis 20h ou je ne sais pas quelle heure. Et là, on tombe sur cette femme avec ses 2 enfants qui dit « J'ai 20 € en liquide. » Et évidemment, la pompe ne prend pas le liquide. Elle prend que la carte. Elle dit « Ma carte bancaire ne passe pas. » Et elle était bloquée, quoi. Et du coup, ce qu'elle m'a fait, moi, je lui ai payé son plein. Elle m'a filé 20 € en cash. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit « Mais c'est dingue. En fait, les gens peuvent être coincés avec 2 enfants sur l'autoroute. » Enfin, sur l'autoroute, sur la route, comme ça. Et en fait, ils ne pensent pas, parce qu'aux États-Unis, tout est toujours ouvert. Tu
tu vas trouver même à la super campagne, c'est 24-24 sur les... Il y a une notion de confort, mais c'est même plus que ça, et c'est difficile à expliquer ça de nouveau des Européens, c'est que c'est inscrit dans le mode de vie en Amérique, c'est que quelque part tu es censé être au service des autres. Et c'est pour ça que tu es payé quelque part. Ouais. Et tu es censé être au service et pas au client de s'adapter aux horaires qu'il y a. Mais je ne sais pas si tu es au courant, par exemple dans la restauration, c'est arrivé d'une façon bien plus stricte dans les années 80, à l'époque où Mitterrand était président. Ils avaient passé de nouvelles lois que si les restaurants restaient ouverts au-delà d'une certaine heure, ils devaient payer 50% de plus en charges sociales, tu vois. Ouais. Ça ne m'étonne pas que ce soit ça. Mais en fait, sur l'emploi, typiquement, en fait, le fait de se dire que la station Total elle va être ouverte de 8h à, je ne sais pas, 20h, il va y avoir 2 shifts, deux équipes de roulement. Mais en fait, s'il y en avait un troisième pendant la nuit, on crée un emploi de plus, finalement. C'est vrai. Et en fait, on s'interdit et souvent, ça va être un étudiant, quelqu'un comme ça, etc. Et c'est pour ça qu'aux US, il y a plein de jobs étudiants qui payent même pas trop mal, en plus. Il y a des stations essence qui payent $15 de l'heure pour, encore une fois, rester derrière un comptoir. Je veux dire, moi, c'est un métier, évidemment, c'est pas souhaitable de faire ça toute sa vie, de travailler la nuit derrière un comptoir. Mais tu peux faire tes études, tu peux lire, tu peux faire des choses en même temps. Et il y a beaucoup d'Américains qui font ça. Et il y a beaucoup plus d'options, effectivement, sur ces emplois-là, parce qu'il y a des emplois de nuit, parce qu'il y a une vie, c'est moins actif, évidemment, mais il y a des services de nuit, parce que les gens veulent qu'il y ait ce service, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à consommer, qui sont prêts à aller à la station-service pour acheter des choses à 3h du matin. Parce qu'en fait, à 3h du matin, il y a des gens qui travaillent. Moi, je connaissais des gens qui travaillaient dans des laboratoires. Tu sais, t'envoyais tes échantillons, tous les vétos et tout ça, envoyaient des échantillons la journée. Et la nuit, il y avait des petites mains dans des labos qui faisaient les trucs, les tests sur bandelette et tout ça. Moi, je connaissais quelqu'un qui bossait dans ces trucs-là. Et elle me disait, c'est horrible parce que des fois, tu finis ton roulement plus tôt et tu te retrouves à 5h30 du matin et il n'y a rien d'ouvert, en fait. Du coup, en France, il n'y aurait rien d'ouvert. Mais eux, ils se retrouvent. Il y avait des supermarchés complets, des supermarchés type Walmart qui sont des hypermarchés absolument gigantesques. Vous trouvez absolument tout ce que vous voulez. Il y a des restaurants qui sont ouverts, même des restaurants où vous faites servir. Il y a des chaînes comme Denny's, par exemple, c'est 24-24, ou Waffle House, c'est 24-24. Ce sont des chaînes de restaurants où des gens viennent vous servir. C'est pas juste du fast-food, des trucs réchauffés. Et ça s'est ouvert un peu. Maintenant, même dans les grandes villes, on commence à voir en France certains restaurants qui ont, ils appellent ça service continu. Oui. Donc, ça commence à s'ouvrir un peu, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de réglementations. Mais qu'à Paris, il y ait des services continus, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a une vie de nuit à Paris qui a toujours été là. Mais là, ce que je décris, c'est que des Denny's aux États-Unis, il y en a dans des villes. Mais je ne parle pas de nuit. En France, quand on dit service continu, ça veut dire qu'on ne ferme pas entre midi, entre l'heure de déjeuner et l'heure du dîner, tu vois. Ça reste vers l'après-midi. C'est déjà un bon avancement. Par contre, après, moi, j'avais vu des restaurants à Paris qui servaient toute la nuit... Des brasseries qui servaient toute la nuit, j'avais vu ça. Mais à Paris, encore une fois, c'est pas étonnant, c'est une grosse métropole. Là, le Denny's de Hayes, au plein milieu du Kansas, il va être ouvert 24h sur 24. Les 5 stations-service de la ville vont être ouvertes 24h sur 24. Le Walmart va être ouvert 24h sur 24, alors qu'on est dans une ville dans une ville type ville de province en France qui serait de la taille de, je sais pas, de Châtellerault, quoi. Voilà. Une ville qu'on a entendu parler, on sait pas forcément où c'est, quoi. Et pourtant, tout est ouvert. Alors, parlons d'un autre phénomène américain, c'est les sports. Je ne sais pas si tu t'intéresses beaucoup aux sports en Amérique. D'accord. Parce que tu sais que les sports, par exemple le football américain, c'est énorme au niveau de la NFL. Mais ce dont la plupart des Français ne sont pas conscients, c'est qu'il y a bien plus de gens qui vont à des matchs universitaires, où il va y avoir 100 000 personnes qui vont y aller pour regarder un match universitaire. Et même, surtout au Texas, un match de lycée, il va y avoir 15 à 20 000 personnes qui vont aller à un match de lycée. Et donc, le sport, ça, c'est la deuxième église, si on veut. Oui, c'est vrai. On peut dire ça. Encore une fois, on revient sur ce phénomène de communauté. Les gens se mettent en communauté bien plus qu'on peut le penser. Parce qu'on imagine souvent l'américain individualiste, un peu avare, tout ça, mais en fait, non, ils se mettent en congrégation volontiers dans des églises, et le sport en est une aussi. Mais j'ai envie de dire, généralement, tout ce qui se passe autour de l'école. Parce que oui, autour de l'école, il y a du sport, mais il y a aussi des activités scolaires, il y a des choses qui sont organisées. Il y a des parades de Noël, là où je suis, par exemple, où les parents vont participer, faire ce genre de choses. Moi, j'ai été volontaire dans
dans un événement qui a été organisé par Future Farmers of America, qui est une association qui en fait aide les lycéens qui cherchent à s'insérer dans des filières agronomes, donc pour être agriculteur ou même ingénieur agronome derrière. Et en fait, ils avaient organisé un événement où c'était un défilé de mode de chèvres. Donc ils déguisaient des chèvres, il y avait un jury, tout ça. C'était un petit peu ridicule comme événement, mais en fait, au final, ça fait venir des gens. Moi, j'étais comme volontaire avec des amis dans ce truc-là. Et il y avait... donc dans l'événement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que 100% du truc était privé. C'est-à-dire que Future Farmers of America, c'est une association privée et c'est pas financé par des mairies ou je sais pas quoi. L'arène où s'est passé l'événement, c'est une arène privée. La nourriture qui était fournie sur place, c'était différents food trucks, des choses comme ça, des restaurants locaux qui étaient là. Les gens, c'était surtout les parents des étudiants, mais c'était aussi des gens qui emmenaient leurs plus petits-enfants, peut-être voir la parade de chèvres, enfin le défilé de chèvres, tout ça, parce que c'était marrant. Et tout cet argent qui a été collecté a servi à financer quelque chose de 100% privé. Il n'y a absolument aucune intervention du gouvernement dans l'équation. Et en fait, les gens se sont organisés pour organiser cette chose-là complètement privée. Ils n'ont pas attendu que le maire de la ville dise « Ah, maintenant, c'est l'événement pour soutenir l'école. Il faut mettre un peu d'argent parce que là, c'est l'école. » Non, les gens l'ont fait volontairement. Et cet événement, c'était seulement la deuxième fois qu'ils l'ont fait. Donc, c'est pas comme si c'était une tradition héritée de la fête du village depuis 1840. Non, c'est quelque chose de nouveau qui s'est mis en place. Intéressant, oui. Et alors, il y a des Français quand même qui viennent aux États-Unis et qui vont aller un peu plus dans l'Amérique profonde, qui ne vont pas seulement faire New York, Miami et San Francisco et croient qu'ils ont vu les États-Unis. Donc, ils vont avoir tendance à aller dans les endroits du Texas, ailleurs. Mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent vraiment humer l'Amérique sans y vivre ? Parce que souvent, une des critiques que j'entends de la part des Français, c'est que les Américains sont superficiels. On entend toujours ça, ah ben ils vont s'ouvrir, comment ça va, il va y avoir le sourire et tout ça, mais que c'est pas sincère, que c'est pas profond, qu'il n'y a pas de vraie relation. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Moi, je partageais un petit peu ça au début, mais en fait, en les connaissant, j'ai changé d'avis, mais j'arrivais toujours pas à l'expliquer. Et c'est il y a quelques semaines, Pierre Béguet, qui était venu au Texas pour la première fois, lui, qui est un énorme fan des États-Unis, mais qui n'avait pas eu l'occasion d'y aller jusqu'à il y a quelques semaines. Et en fait, il m'a donné le meilleur exemple pour expliquer ça. Il m'a dit... Parce que, en fait, souvent, l'argument, c'est de dire ils sont sympas parce qu'ils sont payés au pourboire. Mais en fait, c'est faux. Ils font que des pourboires. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est allé dans des magasins qui vendent des bottes, qui vendent des vêtements, qui vendent des articles de chasse. Et là, les gens ne sont pas payés au pourboire dans ce genre de magasin. Et pourtant, ils sont aussi sympas que le serveur du restaurant. Donc, en fait, ça prouverait que ce serait beaucoup plus naturel qu'on le pense pour eux d'être gentils avec la clientèle. Alors après, on peut dire oui, c'est faux, derrière, ils parlent dans ton dos. Moi, c'est pas mon expérience. Tous les gens que je connais qui travaillent dans des métiers comme ça, de retail, de serveur, tout ça, j'ai jamais entendu dire ah ouf, parce que lui, c'est un débile, j'aime pas quand il vient, tout ça. J'ai jamais vu ça. Du coup, c'est difficile d'expliquer parce que c'est mon ressenti personnel. Et moi, le meilleur exemple que j'ai jamais vu, c'est ça. C'est que la sympathie est égale, que ce soit un métier à pourboire ou que ce soit un métier où ils sont payés avec un fixe. Et tu crois que ça vient d'où ? Moi, je pense, c'est des spéculations, mais c'est intéressant d'avoir une idée. Je pense déjà, il y a le socle profond, c'est qu'ils sont quand même chrétiens, même s'ils ne sont pas pratiquants. Et que du coup, il y a l'intention d'être sympathique avec son prochain, mais aussi parce que... comment dire ? Après, c'est difficile sans faire de généralité non plus. J'ai pas envie de dire que... Ouais. Déjà, il y a un peu plus d'espace aux États-Unis et je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que la bulle personnelle autour de soi, elle est plus grande et du coup, on se sent moins oppressé par les autres. Du coup, on a plus tendance à vouloir se rapprocher d'eux. La vie, elle est quand même compliquée à Paris. Moi, je suis retourné à Paris pour les fêtes. Il y a toujours des gens sur nous. On se sent toujours un petit peu agressé, même si les gens ne nous agressent pas, mais on se sent toujours un petit peu comme quoi c'est pas notre espace à nous. L'espace public, on a vraiment un petit carré autour de nous et c'est tout. Alors qu'aux États-Unis, il y a des distances plus grandes. On sait qu'une fois qu'on aura fini le supermarché bondé parce que c'est le Black Friday, eh ben, j'aurai ma voiture et ça sera ma bulle. Je peux mettre ma musique. Il n'y aura personne à côté de moi qui aura un casque beaucoup trop fort. Il n'y aura pas un groupe qui va parler plus fort que l'autre dans le train. J'aurai ma bulle. Et en fait, je pense que ça, du coup, ça fait que les jauges d'exaspération sont jamais remplies au point qu'un Européen qui, malheureusement, quand il habite en ville, est un peu plus soumis à toutes ces pressions-là, quoi. Ah, intéressant ça. Pour terminer, je voulais poser comme une question qui, à mon avis, m'intéresse, c'est que
Tu trouves qu'il y a beaucoup d'avantages dans le fait d'être en Amérique. Mais maintenant, est-ce que c'est fait pour tous les Français? Est-ce que tous les Français pourraient s'y retrouver et apprécier, ou est-ce qu'il faut avoir un mindset déjà différent pour pouvoir voir des choses et apprécier et voir ce que l'Amérique peut offrir, ou surtout comment elle peut inspirer? Ouais. Bah déjà, là, moi, j'ai une bonne expérience de ce sujet-là parce que j'ai vu des Français qui ont reçu un visa pour aller aux États-Unis, donc ils n'avaient pas de problème d'émigration, de travail, tout ça, qui avaient un salaire aux États-Unis qui était correct. Moi, j'avais le même salaire qu'eux, en l'occurrence, on était dans la même entreprise, qui avait un visa pour 18 mois et qui, au bout de 12 mois, ont dit non, j'en peux plus, je rentre. Donc j'ai vu ces Français qui ont fait les démarches pour aller aux États-Unis, ça leur a pas plu, au point qu'ils ont écourté leur séjour. C'est même pas juste une histoire de « ah, je compte les mois avant de rentrer à la maison ». Ils ont dit « non, 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 je vais travailler avec la RH, là, c'est pas possible, je peux pas, ça me plaît pas ». Donc j'ai vu ça sous mes yeux, et les symptômes, ce qui ont fait que ça leur a pas plu, c'est... Alors eux, en l'occurrence, ils étaient très citadins, mais dans le sens parisien, quoi. Donc ils s'attendaient à avoir tous ces services-là, enfin, comment dire, cette vie de nuit qui se trouvait pas forcément à Denver. Mais en fait, c'est que culturellement, c'est différent. Eux, ils n'étaient pas prêts à s'adapter. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on dîne plus tôt. Il y a ce système de pourboire. Il y a certaines choses qui sont plus chères, il y a certaines choses qui sont moins chères, comme l'essence, les voitures, tout ça, mais il y a certaines choses qui sont plus chères. Les télécoms, par exemple, la télé, c'est plus cher. Et en fait, eux, à chaque fois qu'ils voyaient quelque chose de différent, ils se disaient « ah, mais non, c'est quand même mieux en France ». Et en fait, au final, tout ce qu'ils voyaient aux États-Unis, ils ne voulaient pas s'adapter. « Ah, mais les unités de mesure. Ah, mais les Fahrenheit, moi, je ne comprends rien. » Ah oui, moi non plus, je ne comprenais rien au début. Mais le truc, c'est que moi, c'est ce que j'avais dit, j'avais fait une vidéo sur les unités de mesure, et à la fin de la vidéo, j'aurais dit « oui, c'est ridicule, ça parle de pieds, de pouces, de livres. » Les unités ne veulent rien dire. Mais en même temps, tu ne vas pas changer 350 millions d'Américains qui utilisent ces unités. Ce n'est pas toi, en tant que Français, qui va arriver en colonisateur pour les faire changer. Donc en fait, si tu n'es pas prêt à émigrer et à faire ce travail d'intégration, d'ailleurs, que beaucoup souhaitent que des étrangers fassent en France, il y a beaucoup de Français qui vont dire « ah, les étrangers, quand ils arrivent en France, ils veulent faire comme chez eux ». Mais ensuite, quand ils vont aux États-Unis, disent « ah, les unités de mesure, ça ne me convient pas. Ah, mais il y en a marre, pourquoi est-ce qu'ils dînent à 18h au lieu de 22h, enfin 21h ?» Et voilà, donc c'est surtout ceux qui n'ont pas la mentalité de s'adapter, ça ne va pas leur plaire. Effectivement, c'est différent aux États-Unis. Les gens ne vont pas changer pour vous. Et encore moins aux États-Unis, parce qu'ils ont une certaine fierté. Je pense que chacun a un peu une fierté de son pays. Ils vont pas le prendre bien si vous commencez à leur dire « ah oui, mais chez moi, on fait ça comme ça ». Ils vont dire « bah écoute, tu rentres chez toi, en fait ». Et ceux qui sont plus ouverts d'esprit, qui aiment bien, etc., tu as dû rencontrer des Français qui étaient bien plus ouverts d'esprit. Quelles sont les premières choses qu'ils trouvent comme positives aux États-Unis? Ouais, bah c'est tout ce sentiment de liberté, du fait que tu n'as pas besoin de demander la permission pour faire des choses. En fait, souvent, il faut juste se poser la question, est-ce que ça dérange quelqu'un? Si ça dérange personne, tu le fais. Je donne un exemple. Là où j'habite, il n'y a pas besoin de demander des autorisations pour faire un abri de jardin ou un poulailler, par exemple. En France, il y a des... Je ne me rappelle plus des limites, mais il y a des limites sur le nombre de poules que vous pouvez avoir chez vous. Ce qui est assez dingue. Après, sur un certain seuil, c'est considéré comme une exploitation commerciale. Et le seuil est très, très bas. Hein. Ce n'est pas au bout de 10 000 poules. Aux États-Unis, on ne se pose pas des questions comme ça. Aux États-Unis, par exemple, moi, j'élève mes cochons tous les ans. Et je les abats moi-même et je mange ma viande. En France, c'est interdit. On ne peut pas pour des questions... En fait... C'est ça, c'est que si j'abats pas correctement ma viande, il y a de la contamination avec les excréments, tout ça, et que je m'empoisonne ou que j'empoisonne ma famille, aux États-Unis, ils vont dire « ah, ah, tu t'es loupé, c'est dommage pour toi, tu t'es loupé, maintenant tu es sous traitement d'antibiotiques et tout ça ». Alors qu'en France, on va dire « attends, parce qu'il y a un risque que tu le fasses pas bien, bah du coup, c'est interdit pour tout le monde ». Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc qui est choquant aux US, c'est qu'on te laisse beaucoup plus faire des erreurs potentiellement, et du coup, c'est à toi de faire les choses correctement. D'accord. Ben, merci beaucoup, Olivier. C'était très, très intéressant. Et puis, il faudra qu'on refasse ça encore. Parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui va avoir une opinion qui va ouvrir les esprits, j'espère, pour tout le monde sur certaines choses. Merci beaucoup pour l'invitation.